Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cet événement en ligne organisé par le Club Open. On vous remercie évidemment d'être présent. Alors à distance pour cet événement signé Open, notre table ronde en direct depuis l'hôtel Ariane d'Istres pour évoquer des thématiques qui nous touchent toutes et tous, l'économie du territoire. Et avec nos invités présents ce soir, nous allons nous demander comment se porte l'économie de l'ouest de l'étang de Berre, comment les entreprises vivent dans ce contexte particulier qu'on connaît depuis un an maintenant. Quelles sont les solutions et les outils qui ont été mis en place jusqu'à présent, et puis surtout quels sont les grands projets et donc quelles sont les perspectives qu'on peut avoir pour l'économie du territoire à court, à moyen terme et puis également à long terme évidemment. Alors ce soir autour de cette table ronde, monsieur François Bernardini, président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence. Vous êtes, je le rappelle également, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence et maire d'Istres. Et dans un instant, avec vous, nous allons voir les grands projets de notre territoire en lien notamment donc avec l'industrie et la technologie. Et ce sont des projets évidemment qui font avancer l'économie locale. On vous remercie évidemment, Monsieur le Président, de participer à cette table ronde ce soir. Également, parmi nous, Monsieur Kevin Polezzi, bonsoir, natif d'Istres. Vous êtes le fondateur et directeur général de Jaguar Network, entreprise qui a été créée à Istres en 2001, pionnière de tech en région PACA, entreprise qui fait désormais partie du groupe Iliad, maison mère de fruits, on le sait, et avec laquelle vous avez de nombreux projets, d'ailleurs dont un qui vient d'éclore il y a quelques jours, c'était il y a 2 jours, vous allez nous en parler dans un instant. Vous êtes également vice-président du cluster de transformation digitale Made in Soft, et puis vous avez toujours, on le sait, été engagé pour le rayonnement, le développement économique du territoire, et ça tombe bien puisque nous sommes là évidemment avec cette thématique ce soir. Nous sommes également avec monsieur Patrick Grimaldi qui est à ma gauche, aujourd'hui conseiller municipal à Istres, délégué à l'économie, l'industrie, au développement numérique. Vous êtes également conseiller de la métropole Aix-Marseille-Provence et président de la maison de l'emploi Istres-Ouest-Provence. Vous êtes donc très engagé pour notre territoire depuis toujours et vous allez dans un instant pouvoir partager votre expertise. Je crois d'ailleurs que c'est un premier contact pour vous avec le Club Open. On vous souhaite donc la bienvenue. Et puis, nous avons également le plaisir d'être avec Madame Dominique Lopez. Vous êtes la présidente d'une TPE créée en 2001 dans le secteur du numérique avec 2 activités distinctes. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Adhérente du Club Open, également membre du bureau du Club Informatique Provence. Vous allez partager avec nous dans un instant votre expérience, votre analyse en tant qu'entrepreneur. Vous nous direz bien entendu comment vous vivez dans ce contexte en tant que TPE qui évolue dans le monde du numérique, secteur sans doute un peu moins touché que d'autres, mais vous nous le confirmerez peut-être tout à l'heure. Et puis autour de cette table ronde également, le président du Club Open, monsieur Rémi Jourdan, également expert comptable, commissaire aux comptes et fondateur de 2 sociétés d'expertise comptable. Et ce soir, vous allez partager avec nous votre vision et votre vécu de chef d'entreprise. Chef d'entreprise, on le sait, profondément ancré sur le territoire, Istres-Ouest-Provence. Et donc, en président du club, naturellement, c'est vous qui allez ouvrir cette table ronde, Rémi Jourdan. J'en profite pour lever le masque. Alors, je suis heureux de tous vous retrouver ce soir. Alors, c'est comme d'habitude, on commence à en prendre l'habitude, c'est format visio. J'espère qu'on va pouvoir laisser ça derrière assez rapidement. Bon, je tiens à remercier tous les intervenants et tous les participants à cette table ronde. Je disais depuis quelques années que je suis président, qu'ensemble on serait plus fort, qu'ensemble on pourrait faire de grandes choses. On a commencé à en faire. Et ces derniers mois ont permis effectivement de le vérifier, quoi. L'occasion d'échange, l'occasion de partage d'expérience, d'entraide, c'est vraiment très important. Pour moi, il est vital aujourd'hui de ne pas rester seul dans son coin et de venir nous rejoindre si vous n'êtes pas déjà adhérent et venir participer. C'est des moments effectivement très importants, surtout dans cette période qui a été un peu difficile. Alors on va se tourner un peu vers les grands projets et voir un petit peu ce que va devenir notre territoire.
même si on a déjà un aperçu où ça bouge déjà pas mal. Mais on va se tourner vers l'avenir et on va regarder devant. Rémi Jourdan, merci. Kevin Polizzi, on se tourne vers vous pour démarrer. Vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, le fondateur et directeur général de Jaguar Networks, entreprise qui a été donc créée ici, à Istres, en 2001. Et puis donc, peut-être pour démarrer, cette bonne nouvelle avec laquelle vous êtes arrivé, c'est depuis 2 jours, on l'a vu pour certains sur Internet, l'arrivée d'un nouveau concept pour Free et donc pour Jaguar Network également. Écoutez, bonsoir à tous. Merci de me recevoir ce soir. C'est toujours un plaisir d'intervenir chez soi, à Istres, dans cette partie de la métropole qui nous est chère et qui est importante parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de potentiel. J'ai eu la chance de créer Jaguar Network à Istres le 11 septembre 2001. Ça fera 20 ans cette année. Et j'ai eu la chance d'avoir un parcours tout à fait atypique dans les technologies. La société a grandi en parallèle de mes études d'ingénieur et pour arriver jusqu'à aujourd'hui, finalement, à représenter une nouvelle branche du groupe Iliad. Vous savez, le groupe Iliad, c'est le groupe de Xavier Niel. On connaît Free Mobile, on connaît la Freebox, on connaît toutes ces initiatives qui ont vraiment révolutionné le marché. Et puis depuis 2 jours, Jaguar Network opère une nouvelle marque qui s'appelle Free Pro. C'est une marque qu'on a créée suite à l'entrée du groupe avec moi, avec une mécanique très simple, spécialisée dans l'informatique des grands comptes, spécialisée dans le numérique un petit peu plus complexe, avec la volonté finalement de standardiser, de rendre cette technologie accessible à tous. Et donc, on a greffé l'intégralité des technologies qu'on a développées ici au cœur d'une Freebox, au cœur d'un équipement qui est cher à tous les Français, puisqu'il représente l'acquisition, la révolution de l'Internet il y a 20 ans. On a développé une offre mobile avec Free Pro Mobile pour rendre là aussi la technologie accessible. Et finalement, dans le duo que je forme avec Xavier Niel, Xavier, c'est l'homme du prix, c'est l'homme de l'impossible. Et puis, on y a greffé de la technologie et de la qualité, parce qu'aujourd'hui, la reprise va peut-être probablement beaucoup aussi se refaire par le numérique. Et ça me fait vraiment plaisir de déployer, de développer à la fois des investissements et de l'emploi sur ce territoire. Finalement, avec cette offre, vous êtes vraiment en lien avec les TPE, les PME. C'est en fait à elles que vous vous adressez. Alors, on s'adresse à tout le monde finalement, parce que je vous le disais tout à l'heure, un grand compte, c'est une myriade de TPME. Dès qu'il y a une agence et dès qu'il y a des personnes qui travaillent, tout le monde mérite d'avoir la fibre. Aujourd'hui, il faut considérer que c'est un essentiel d'être raccordé, d'être connecté. Il y a beaucoup de solutions technologiques qui sont disponibles dans le cloud. Et la grosse problématique qu'on a aujourd'hui dans nos entreprises, c'est qu'on utilise des solutions en grand public alors que les usages sont professionnels. Or, le métier de fournir de l'accès Internet grand public, du Netflix, du Facebook, n'a rien à voir avec la capacité de fournir des accès pour les collectivités, par exemple. On prend la ville d'Istres, la mairie, c'est une grande entreprise finalement avec tous ses collaborateurs et tout le monde mérite d'être équipé correctement. Idem pour les sociétés de notre territoire, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes. C'est notre capacité finalement à déployer. On a souhaité diviser par 2 le prix, multiplier par 4 les services. Et donc aujourd'hui, cette petite société créée à Istres vient jouer dans la cour des grands avec Orange, avec Bouygues, avec SFR. Sans oublier du 11, puisque j'ai la chance de toujours y habiter. Alors, effectivement, cette notion de l'appartenance à ce territoire istréen, il vous est cher, ce territoire. D'ailleurs, vous me disiez il y a quelques jours au téléphone, finalement, pas besoin d'être à New York, pas besoin d'être à Paris pour créer de grandes choses. On a réussi à créer quelque chose d'énorme ici à Istres. C'est-à-dire que nos grands-parents l'ont fait avant nous. Ils ont quand même industrialisé massivement la zone. Il y a eu quand même énormément de déploiements. Et chaque génération porte finalement l'histoire des technologies qui sont à sa disposition. La sidérurgie a été un grand employeur de la zone, avec les conséquences qu'on lui connaît, avec malheureusement une décroissance de l'emploi. Et aujourd'hui, on doit mobiliser tous les acteurs pour créer la révolution d'après. Le numérique sera probablement un cheval de bataille, mais pas que. L'artisanat, l'expertise comptable. Il faut aujourd'hui qu'on se batte tous ensemble, et je pense que ce sera à mon avis un des grands chantiers de la reprise, rendre disponible, rendre accessible la technologie. L'intelligence artificielle, c'est inventé dans les grands laboratoires aux États-Unis, c'est utilisé par les acteurs majeurs de l'Internet qui vous vendent toujours plus de choses en ligne, Facebook, Amazon, etc.
mais en fait, c'est hyper accessible pour les entreprises du territoire. L'expertise comptable va changer, l'industrie va changer, la façon dont on gère une TPME va changer, et on ne peut pas laisser cette révolution derrière nous sérieusement, sinon c'est le déclin. Et donc, ce territoire Ouest-Provence, qui a du foncier, qui a de l'énergie, qui a des emplois, qui a une tradition de qualité industrielle, quand on fournit de l'industrie de pointe comme la pétrochimie, on sait faire les 3-8, on sait travailler avec précision, et donc il faut qu'on rebondisse à partir de cet héritage qui nous a été laissé par nos parents et grands-parents, et qu'on leur propose le coup d'après. Et ce coup d'après, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on le crée. Kevin Polizzi, pour vous, ça a toujours été une évidence que vous deviez rester sur ce territoire, ne pas le quitter? Oui, alors je vous rassure, c'est pas une évidence pour tout le monde, hein. Mais c'est pour moi quelque chose d'important, déjà par le lien affectif. C'est ici qu'on a grandi, c'est ici que notre famille est présente, c'est ici qu'on a nos attaches, nos amis. Et moi, si vous voulez, j'ai plus vocation à rendre mon territoire ce qu'il m'a apporté qu'à partir à New York. Ça doit être très sympa, mais sincèrement, le mal du pays, c'est pas pour moi. Je préfère rester ici. Dans un instant, vous allez pouvoir nous dire ce que vous imaginez concernant l'économie du territoire dans les semaines, les mois, les années à venir également. Alors évidemment, je me tourne vers vous, Monsieur François Bernardini, pour ce tour de table qui continue. On vous passe la parole avec, Monsieur le Président, une première question. Qu'est-ce qui a été mis en place sur le territoire Ouest-Provence depuis ces derniers mois dans ce contexte particulier qu'on connaît, et quels sont finalement les grands projets auxquels on peut s'attendre pour les prochains mois? Merci. D'abord, avant de répondre un peu plus finement à votre question, je voudrais tirer quelques enseignements, si vous le permettez. Sans souci de la provocation, mais en mesurant vraiment les choses comme je les ai vécues et comme je les vois, on va verser vers le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Enfin, on connaît les lieux communs, les on-dit. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que malgré la crise, malgré l'incertitude, avec le fait qu'on n'a pas encore la notion bien arrêtée de l'horizon, on a toutes les bonnes raisons d'être optimiste. D'abord parce qu'il faut savoir tirer les bilans et se dire quels ont été les bons effets de la crise. La crise doit être toujours génératrice d'enseignement, de rebond, et il faut toujours trouver la solution à travers elle. Le premier élément que je dis et que j'ai vécu, c'est que pour la première fois, j'ai vraiment senti, non pas la solidarité, parce que ça c'est un mot, je dirais, un peu tarte à la crème, mais une cohésion manifeste, active, offensive de tous les acteurs qui existent, non pas sur ce territoire, parce que j'avais déjà bien conscience de ça, mais au-delà, avec, je dirais, chacun la faculté de répondre à leur manière, avec leur tempérament et avec leurs moyens à la situation que nous avons vécue. Et c'est très très important, car cette cohésion est de nature à avoir lié les élus entre eux. Ce n'est généralement pas un élément facile. C'est aussi un élément d'associer beaucoup plus pratiquement et personnellement les élus et le monde économique. Ils ne se regardent pas au chef de Vaillant depuis longtemps. Néanmoins, pratiquement les choses. On ne va pas faire un cocorico par rapport à des éléments négatifs, mais ici, dans ce territoire, par sa particularité, on a été un peu plus épargné que ce qu'on pouvait imaginer, et sans doute beaucoup plus épargné que ce que la crise a pu toucher par ailleurs. Pourquoi ? Parce que le côté industriel marqué, le fait que ces grandes entreprises qui ont été aidées, certes, mais aussi ont continué par elles-mêmes à avoir la consistance sur le marché,
a fait que notre tissu ne s'est pas étiolé. On a même eu beaucoup plus de création que de cessation. Et aujourd'hui, on peut regarder le bilan avec, je dirais, un regain d'optimisme pour l'avenir, parce que je pense que les bases sont créées. Alors, quels sont maintenant les horizons? Alors, les horizons, ils sont divers. Les horizons, ils sont d'abord liés à ce que nous sommes nous-mêmes. On est un creuset industriel, mais on ne doit pas rester un creuset immobile. On ne doit pas rester sur l'acquis de la production pétrochimique ni la sidérurgique. Il faut que, bien sûr, l'assurer, et nous avons les grands majors nationaux pour le faire, mais il faut que, à la faveur de cette sensibilité qui nous amène à prendre les bons tournants, que justement ces grandes entreprises sachent le prendre, et que les pouvoirs publics qui sont autour l'amènent, les amènent, les associent pour effectivement prendre ce chemin. Et M. Pulisi a dit de manière très claire que le numérique allait être, la digitalisation allait être un élément qui va être prédominant. Les grandes entreprises doivent passer à ce rayon-là. Et en même temps, parce que ce n'est pas qu'un effet de mode ou un vent du moment, s'approprier la transition énergétique pour en faire, je dirais, leur nouvelle nature industrielle. Et je crois que les entreprises l'ont très bien compris. Et il y a des millions d'euros d'investissements qui sont prévus, qui va permettre effectivement, non pas cette mutation, parce qu'encore une fois, on reste dans notre identité, mais cette adaptation au siècle que nous vivons et surtout la compétition internationale. Après, dans tous ces domaines, effectivement, il y a des domaines plus particuliers. En tant que président de territoire, je pourrais vous inciter bien sûr sur tous les territoires. En tant que maire d'Istres, je serais plus à même de vous parler du pôle aéronautique. Mais chacun sont porteurs d'éléments qui sont positifs et je crois qu'il faut retenir cela. Concrètement, là, sur le plan de relance qui est là, et notamment sur le territoire, quels ont été finalement les grands projets qui ont déjà été lancés et puis ceux auxquels on peut s'attendre dans les mois qui arrivent? Le plan de relance est là dans les mots, il n'est pas totalement là dans les actions. Mais il est là dans les intentions et encore une fois, il n'y a pas lieu de ne pas avoir confiance dans cette chaîne d'union qui est en train de se mettre en place et qui va toucher différents secteurs d'activité. Évidemment, chaque territoire a ses particularités, ses projets qui étaient en amont, des projets qui vont maintenant s'adapter à la situation par rapport à, effectivement, à des étincelles que l'on veut porter à nouveau sur ce département, et chacun va s'instruire à ce niveau-là. Alors, en tout ce qui nous concerne, nous, c'est évident que le pôle aéronautique va être un élément fondamental, d'abord parce qu'il correspond à la mémoire de ce territoire. Les grands majors qui s'y trouvent en sont la meilleure preuve. Deuxièmement, les événements que nous avons préparés, notamment avec l'acquisition du hangar Mercure, en imaginant un jour qu'on pouvait être associé à la base pour assurer la maintenance des MRTT, eux-mêmes qui sont des ravitailleurs des Rafales, va être un point majeur. Mais cela aussi, on a tout à fait intérêt pour y arriver, à laisser faire bien sûr l'armée qui est maître d'œuvre sur des opérations, mais à lui dire de manière très claire, nous sommes là aussi pour que le privé et le public puissent se connecter et puissent, dans les phases actives de ce développement, et je veux simplement citer que le troisième hangar qui va être fait pour, encore une fois, avoir une offre suffisante maintenance pour tous ces ravitailleurs, puisse être associé avec notre pôle aéronautique. C'est aussi, bien sûr, grâce au travail que nous avons pu faire avec la main dans la main, encore une fois, avec le président du conseil régional, largement soutenu par la présidente de la métropole, puisque l'un comme l'autre ont mis une part d'enveloppe importante en termes de financement et qui va entrer dans le plan de relance. C'est bien sûr ce que nous prévoyons pour l'instruction du dossier Thales avec la
construction, la réalisation du démonstrateur afin que la chaîne des dirigeables, qui seront des éléments assez précis technologiquement, en tout cas qui auront l'ambition d'avoir un travail de type satellitaire, c'est-à-dire 21 km au-dessus du sol, pourront effectivement être réalisés à Istres, qui est pour nous quelque chose qui est manifestement honorable, voire même somptueux. Alors, il y a de nombreux présidentes de TPE, de PME qui nous regardent là ce soir et qui se demandent aussi eh bien, à quel moment ils vont pouvoir eux aussi profiter de ce plan de relance, eux aussi profiter de toutes ces actions qui vont être menées et projets développés. Le plan de relance, il n'a pas qu'un aspect économique. Il a effectivement un aspect économique dans les exemples que j'ai donnés. On pourrait parler aussi de tout ce qui va être fait sur le point éolien, sur le point hydrogène. Mais il va être inclus dans tout un changement qui doit effectivement être réalisé par des projets qui ont une vocation plus classique, mais qui rentrent dans la structuration du territoire et qui font que, à l'avenir, l'un sera automatiquement lié à l'autre et permettra effectivement au suivant d'être réalisable parce que le premier existe. Je prends simplement, même si ça paraît du classique, sauf que lorsqu'on réalise une bretelle d'autoroute avec, je dirais, toute une organisation structurante, alors que c'est l'État qui doit le faire généralement, et que c'est nous qui avons décidé de le faire avec, bien sûr, son assentiment. Plus que son assentiment, puisque l'État, dans cette affaire-là, va jusqu'à nous accorder la maîtrise d'ouvrage, ce qui est absolument exceptionnel, pour ne pas dire unique, justement pour précéder le mouvement, parce qu'on ne peut pas attendre que l'autoroute se réalise à une échéance qui est encore lointaine, et parce qu'aujourd'hui, on a une nécessité pour l'aéronautique, on a une nécessité pour la construction de logements, une nécessité pour les zones commerciales, une nécessité pour la vie de tous les jours. Donc tout ça, dans ces éléments, dans la construction d'équipements qu'on est en train de faire, le plan de relance, bien sûr, nous y aide, s'y associe et permet effectivement d'avoir des conséquences très positives. Alors je me permets de revenir sur la réussite de l'entreprise de M. Kevin Polizzi qui est avec nous ce soir. Quand on voit que cette entreprise est vraiment bien implantée sur notre territoire, j'imagine que on pourrait en rêver d'avoir beaucoup d'entreprises comme ça, en tout cas beaucoup plus qui viennent ici sur notre territoire se développer et connaître le succès que connaît Jaguar Network depuis quelques années. Oui, d'autant plus que M. Polizzi est un cas assez unique quand même, parce qu'effectivement, son succès retentissant, et puis aussi l'humilité de savoir l'agencer, de savoir le proposer, de savoir l'offrir, montre qu'on peut être au sommet de la pyramide d'un pouvoir économique ou d'une notoriété sans pour autant oublier des liens simples, comme il a dit, c'est-à-dire à travers l'aspect affectif, patrimonial, sensitif de son territoire. Et effectivement, je le salue, je le remercie et s'il me le permet, je le citerai volontiers comme exemple pour. Mais après, il y a tout notre travail à nous, qui est le travail d'attrait, d'attractivité, qui est effectivement le plan de relance, mais qui sont dans l'initiative. Vous savez, un élu, en ce qui me concerne, dans ma considération personnelle, il est chargé d'éclairer l'avenir en prenant des risques. Je l'ai fait en acquérant le hangar Mercure il y a 10 ans. On m'a traité de fou. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce truc? Tu dépenses de l'argent et ça ne servira à rien. Je me suis dit, ça ne peut pas ne pas servir à rien. À proximité là-bas, ça servira bien un jour. Je ne sais pas quand. Peut-être que ça sera d'autres, peut-être que ça sera moi. Mais en tout cas, soyons là pour. Donc c'est ça, c'est essayer d'être acteur à notre niveau. Vous pensez bien qu'à côté du numérique de M.
Pouilly, moi, mon vocabulaire, il est plus frustre, artisanal, voire même médiocre, et que je me mets bien plutôt à sa disposition que donnant d'autres directives. Mais en tout cas, je pense que les présences de gens comme nous, et quelquefois plus sophistiquées, plus techniques que celles de M. Grimaldi, sont des pactes d'action qui nous amèneront à quelque chose de positif, encore une fois. Alors justement, la transition est toute trouvée, je vous en remercie. Monsieur Patrick Grimaldi, vous êtes, je le rappelle, donc conseiller municipal à Istres, délégué à l'économie, l'industrie et au développement numérique, également conseiller de la métropole Aix-Marseille-Provence et puis président de la maison de l'emploi Istres-Ouest-Provence. Peut-être une première question qui concerne l'emploi de notre territoire. Comment se porte-t-il aujourd'hui avec ce contexte particulier dans lequel nous sommes ? Il est, je dirais, il est l'image de la résilience de notre territoire au niveau économique du fait de la présence de ce secteur industriel qui a passé la crise quand même de manière assez correcte, puisque les grosses entreprises du territoire, après des craintes sur Arcelor en tout début de crise l'année dernière, au deuxième trimestre 2020, Arcelor s'est bien redressé et aujourd'hui affiche plutôt une bonne santé avec de nombreux projets en matière justement de décarbonation de l'acierie, donc des projets dans le sens de la transition écologique. Les autres acteurs industriels lourds du territoire se sont bien comportés aussi. Donc derrière, ça veut dire que toute la sous-traitance qui va avec fonctionne aussi, et globalement tous ces emplois, ils tirent aussi tout le secteur de la consommation, alors qui lui malheureusement a été beaucoup plus impacté par les fermetures administratives. Donc là, c'était pas du fait des acteurs économiques, mais c'était du fait de la gestion de la crise sanitaire. Donc je dirais classiquement notre emploi, il va comme va notre secteur économique. Donc certainement des difficultés dans tous les secteurs où il y a eu des fermetures, et par contre côté industriel, on a maintenu les embauches qui étaient prévues, les contrats d'apprentissage. Arcelor, je crois, a annoncé une centaine de recrutements sur le premier semestre 2021. Donc globalement, l'emploi industriel se porte bien. Et il se porte d'autant plus bien qu'on a pu voir en termes de retour d'expérience de la crise qu'on a payé assez cher la désindustrialisation de notre pays de ces 10 dernières années, puisqu'on s'est retrouvé dépourvu sur la fabrication des masques, sur la fabrication de certains médicaments. Donc ça pose la question du secteur industriel de la santé. Voilà. Donc on a bien vu que l'industrie, c'est un facteur de résilience important pour un territoire. Et donc, nous, on a cette chance ici de disposer de cette compétence particulière qui se retrouve largement d'ailleurs sur notre population. Et comme l'a dit Kevin, on a une population de gens qui ont de vraies compétences professionnelles avec des outils de formation sur le territoire qui sont aussi très performants, puisque je rappelle que rien que sur la ville d'Istres, on a le lycée professionnel, la TECOR, donc on a le centre de formation AFPA et le CFAI, le centre de formation de l'IUMM, qui sont des acteurs de formation pour les métiers de l'industrie et annexes, qui ont devant eux de belles perspectives puisque l'industrie continue à recruter. Donc l'emploi, je dirais, il est à l'image des difficultés des secteurs qui ont eu lieu pendant la gestion de cette crise. On parlait du numérique tout à l'heure, enfin on en parle depuis le début de cette table ronde. Justement, je crois, Patrick Grimaldi, que vous prévoyez, vous êtes en train d'imaginer des formations qui pourraient concerner le numérique, mais pas forcément pour des Bac+5. C'est vrai que souvent quand on parle numérique, on a tendance à imaginer l'ingénieur qui serait un Bac+5 ou plus. Et non, il y a possibilité d'imaginer également des formations pour des personnes qui sortiraient avec un Bac+3. Ou même moins. Donc on a échangé avec Kevin sur ce sujet-là. On a aujourd'hui sur l'AFPA et sur le lycée La TECOR des formations complètes concernant les personnes qui sont en charge de poser la fibre. Et on a bien vu que le socle du développement numérique, c'est la base, c'est l'accès à la fibre et l'accès au débit et au service. Donc il y a ces deux formations qui sont existantes sur l'AFPA, donc qui sont des formations accessibles en formation initiale, mais aussi en formation continue. Donc pour des personnes qui souhaitent se reconvertir, par exemple, qui sont sur des secteurs en perte de vitesse et qui souhaitent se reconvertir. On a aussi une formation qui démarre à l'AFPA sur tout ce qui est maintenance autour des serveurs, les petits métiers qui touchent autour des serveurs. Il y a eu un article dans la Provence ces derniers jours sur ce sujet-là. Donc ce sont aussi, je dirais que le numérique est à l'image de l'industrie, c'est-à-dire que dans l'industrie, on a des emplois très qualifiés et des emplois moins. Et je pense que dans le numérique, c'est un secteur industriel aussi. On trouve des emplois très qualifiés et des emplois qui le sont moins de la même manière.
Kevin Polizzi, vous avez des besoins qui seraient éventuellement, qui rencontreraient pas des personnes pour... Ah ben, tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut démystifier le numérique. Ouais. Le numérique, 80% des emplois, c'est pas Bac+5, 80%. Et donc, aujourd'hui, le numérique, c'est d'abord des infrastructures, c'est de l'énergie pour alimenter les serveurs, pour alimenter la fibre, pour alimenter les équipements, c'est du câblage, c'est des antennes radio, c'est des infrastructures. Et il y a un terme qu'on a trop souvent dévalorisé, c'est le terme d'ouvrier. On a besoin d'ouvriers du numérique. Voilà, ouvrier, c'est pas sale. L'industrie, c'est pas un gros mot. Quand Patrick parle de résilience, c'est une évidence. On a besoin de l'industrie, on a besoin des services. On a un territoire qui est au barycentre de différentes histoires, de différentes traditions, avec la capacité de développer. On a souhaité faire une formation dédiée aux techniciens de data center avec l'AFPA. Et pourquoi on le fait avec l'AFPA ? Parce qu'aujourd'hui, c'est des missions sur lesquelles on ne sait pas recruter. Recruter un technicien de data center compétent, c'est 18 mois. Et c'est pas 18 mois parce qu'il n'y en a pas, c'est 18 mois parce qu'on ne les a pas fabriqués. Et donc, tous ces métiers, il faut être capable d'anticiper, de comprendre où va l'économie. Je crois qu'aujourd'hui, on a plutôt un baromètre qui est assez facile à agiter. Et le numérique, et pas que. Hein, il nous faut des artisans. Moi, quand je construis des bâtiments, il me faut des plaquistes, il me faut des maçons, des électriciens. Et donc, il faut vraiment ne pas faire de séparation entre ces univers. Voilà, tout le monde ou pas loin a un smartphone dans la poche aujourd'hui. C'est une évidence que demain, le maçon aura la possibilité de faire des choses. Pour reprendre les propos de Monsieur le maire sur le pôle aéronautique, aujourd'hui, on peut avoir de la mécanique de précision pour fabriquer des pièces d'avion, mais c'est la même mécanique de précision qui fabrique demain de la ferronnerie d'art, après-demain des pièces en impression 3D, et le surlendemain encore autre chose. Et donc, il faut qu'on voit les choses un petit peu différemment, qu'on pivote notre façon de fonctionner, parce que si demain on doit aller chercher des fonds européens, FEDER par exemple, pour financer de la méca de précision, cette méca de précision, elle doit tourner 24 heures sur 24. C'est des machines qui coûtent tellement cher qu'elles doivent fabriquer de l'aéronautique la journée et fabriquer autre chose la nuit, etc. etc. Il faut qu'on réindustrialise notamment une partie qui fait notre souveraineté, qui est la microélectronique. Aujourd'hui, on achète 100% de nos composants en Asie, et vous avez Valeo, qui est l'un des plus grands sous-traitants automobiles français, qui est à l'arrêt ou pas loin d'être à l'arrêt. Pourquoi ? Parce que les fondeurs qui fabriquent les puces, ils fabriquent des puces de nouvelle génération, alors que l'automobile utilise des puces d'il y a 4 ans. Et donc les machines de ces fondeurs qui ont 4 ans ne tournent plus. Et comme elles ne tournent plus, elles ne fabriquent plus. Et comme elles ne fabriquent plus, elles ne livrent plus. On n'a qu'à aller acheter ces machines aux Chinois, les installer chez nous, réindustrialiser une partie, parce qu'on n'est pas obligé de faire du high-tech tout le temps. On peut faire du low-tech. On en a besoin. On a besoin de petites puces qui équipent non pas nos smartphones dernière génération, mais qui vont équiper nos lampadaires, nos crèches, etc., etc. Et donc, il faut une lecture globale de la situation avec une force d'action coordonnée. C'est les échanges qu'on a entre le monde économique et le monde politique sur la métropole. Et moi, je suis persuadé que Ouest-Provence, à la fois par sa tradition et par sa capacité, on les a, les techniciens. C'est un territoire aujourd'hui de gens qui font de la technique. Il y a quelques ingénieurs, mais les écoles d'ingénieurs, elles ne sont pas là. Les écoles d'ingénieurs, elles sont plus loin. On va chercher les ingénieurs, on les installe sur le territoire et ils vont innerver tout un écosystème qui va se remettre au boulot. On revit ce qu'ont été les années 70 pour notre territoire. On le revit maintenant en 2030 et on s'y met ensemble sur les énergies, sur l'industrie, sur le numérique, sur les services, sur l'artisanat. Le pôle AFPA a un rôle majeur dans cette économie. Il faut très très vite l'ouvrir sur la ville parce qu'aujourd'hui l'entrée est un peu derrière, un peu cachée, on ne sait pas trop. Donc allez, on prend un bulldozer, ça coûte pas très cher, on l'ouvre sur la ville et on y installe des artisans et on y installe des commerçants et on y installe les gens qui créent l'emploi, qui créent la valeur et qui vont attirer. Alors certes, on a des enjeux de mobilité. L'autoroute, on ne va pas le sortir en 24 heures. Ça, je crois qu'on en est tous conscients. Pour autant, si on regroupe sur un site qui est éminemment grand des toutes petites entreprises
qui correspondent à un besoin, on pourra sur le pôle aéronautique regrouper des PME qui ont plutôt une vocation à devenir des ETI, voire des filiales de grands comptes qui, elles, ont peut-être des envies plus internationales. Et donc, on doit travailler la segmentation de l'écosystème et commencer à créer des endroits sur lesquels on a la taille critique. Voilà, demain, le Château des Baumes va réouvrir d'ici quelques semaines. C'est l'endroit où on doit faire les formations, l'endroit où on doit grouper les associations. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on crée en collaboration avec Marseille, en collaboration avec Aix, parce que nos entreprises doivent collaborer avec des entreprises qui sont à 30, 40, 50 km de chez elles. Moi, quand j'ai besoin de fabriquer des optiques très précises pour l'armée, je ne les fabrique pas à Fos-sur-Mer, je les fabrique avec des acteurs de Aix, des acteurs de Marseille, des acteurs de Lyon, etc. Et donc, la façon dont on doit faire ça, elle est assez simple à mettre en exécution. Il suffit juste de le vouloir, on appuie sur le bouton, on est parti. Les investissements, peu ou prou, on les a. Les hommes pour faire, peu ou prou, on les a déjà. La vision, la lecture du sujet, il ne faut pas longtemps pour se mettre d'accord sur les essentiels et les fondamentaux. Il ne reste plus qu'à exécuter. Et vous savez, j'ai eu la chance de fréquenter de nombreux start-upers et de monter beaucoup d'autres sociétés à côté de Jaguar. On dit toujours 1% l'idée, 99% l'exécution. Bon, ce soir, on a fait 1%. Allez, maintenant, on fait les 99 autres pourcents et on les fait en 6 mois parce qu'on ne va pas les faire en 10 ans. Il y a un mot, Kevin Polizzi, qui revient souvent quand on parle avec vous. J'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec vous pour préparer cette table ronde. C'est le mot... c'est un mot important pour vous, le mot compétition. Je n'ai pas dit compétition, mais compétition. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous... Oui, la définition est assez simple. La compétition, c'est quand on a un tout petit marché et qu'on se bat pour le partager. La coopétition, c'est quand on se met ensemble pour aller attaquer des plus gros marchés. Aujourd'hui, quand on prend un acteur comme Jaguar Network qui fait un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui doit fabriquer 1 milliard de chiffre d'affaires à horizon 5 ans, il y aura forcément des retombées pour tout le monde. Alors, on va transpirer un peu pour passer de 100 millions à 1 milliard, mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça va se faire avec l'AFPA qui va nous sortir les bons gars, ça va se faire avec les industriels qui vont adopter les bonnes technologies, ça va se faire avec des partenariats dans l'aéronautique, puisque l'aéronautique va consommer du numérique, en veux-tu, en voilà. Et donc, cette coopétition, c'est la capacité de lier des acteurs locaux pour aller voir un petit peu plus loin, un petit peu plus grand. On ne le dit jamais trop, cette région accueille la majorité des caps sous-marins internationaux qui nous connectent à l'Asie, à l'Afrique, au Moyen-Orient. On a quasiment 30% du trafic mondial qui passe par Marseille aujourd'hui. On a des centres de données, des serveurs, des aéroports de classe mondiale, des zones industrielles de classe mondiale, la mer Méditerranée à côté de chez nous. Il n'y a que des atouts ici. Bon, maintenant, on les prend et on s'en sert. Monsieur le Président, si vous voulez revenir sur tous ces propos de Kevin Polizzi. Je voudrais simplement ajouter quelque chose qui malheureusement sera un peu négatif, un petit bémol. Pas du tout à ce qui vient d'être dit, je n'ai pas la compétence pour... mais pour accompagner l'assortiment des choses qui peuvent exister dans les projets structurants. Je ne parle pas d'intention ni politique ni d'intention économique. Elle vient d'être clairement exprimée et elle est partagée sans restriction. Mais après, sur la phase d'exécution des grands projets, et on peut parler du pôle aéronautique, on peut parler encore une fois de tout ce qui peut se passer à Fos-sur-Mer. La difficulté que l'on aura malheureusement toujours, parce que je ne crois pas que ce pays soit doté d'une capacité culturelle à changer ses habitudes. C'est effectivement de lier l'esprit de compétition qui demande, comme il vient d'être dit, l'engagement, mais surtout la rapidité, aux facteurs qui effectivement vont le permettre. Et souvent, trop souvent, quelquefois un obstacle, et quelquefois jusqu'à l'arrêt, on ne peut pas aller aussi loin, aussi vite et aussi fort pour faire ce qu'on a envie de faire et pour faire les grands projets. On vit dans un contexte très français où l'administration, et je n'attaque personne en disant ça, au contraire, il y a bien beaucoup d'administrations qui essayent de se retirer de ça et de retirer l'administration pour nous engager, pour s'engager aux côtés de nous pour avancer, mais on est dans une stratégie d'habitudes qui sont malheureusement autobloquantes,
qui mettent en scène quelquefois des personnes qui n'ont pas la compétition ou la compétitivité, pardon, de s'apparenter effectivement à l'objectif qui est fixé, et qui, pour des textes, pour des habitudes, pour des humeurs, auront quelquefois des attitudes qui sont un peu frustrantes, et voire annihilantes. Et on est aussi dans un pays où la politique a son importance. Lorsqu'elle est chargée d'émotions, elle devient meurtrière. Car la politique émotionnelle, comme on la vit aujourd'hui sur l'environnement, hein, elle est chaque fois un obstacle à pouvoir aller au fond des choses. Je veux que pour preuve, et M. Grimali peut le dire aussi bien que moi, sinon mieux, que les grands projets de fosse vont se retrouver effectivement face à des études interminables. Qu'elles sont terminées, il en faut d'autres. Et puis après, il faut effectivement avoir d'autres éléments de concours. Il faut que les PLU soient en harmonie. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans le pôle aéronautique, côté armée, là, il n'y a pas de discussion. Là. J'ai jamais vu un permis qui a été déposé à la mairie pour voir tout ce qui s'est passé sur la base. Et je dis, tant mieux. Tant mieux. Non, j'ai pas de frustration, j'ai pas de susceptibilité. C'est là, il fallait que ça soit là, et ça a été réalisé, tant mieux. J'aimerais que ça soit un schéma opérant partout. Dans tous les endroits où effectivement on a vraiment conscience qu'il y a une stratégie de sursis, stratégie de vie, et qu'on se donne les moyens, et quelquefois même on sort des habitudes. Même si on a besoin d'un PLU, parce qu'il n'y a pas question à un moment donné de s'asseoir sur les obligations légales, on peut effectivement considérer qu'il n'y a pas obligatoirement des enquêtes publiques, qu'il n'y a pas obligatoirement que des avis d'experts. Enfin, il faut à un moment donné considérer l'objectif pour sa finalité, et pas simplement permettre, oui, on va y aller, mais on ne sait pas encore comment. C'est très très important ça, parce que vous ne pouvez pas savoir comme un élu, comme c'est frustrant, ne pas pouvoir aller au bout de ses idées, au bout de ses intentions, au bout de ses déclarations vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de sa population, parce qu'effectivement, à un moment donné, mais les projets ne sortent pas, parce qu'il y a une constellation, effectivement, une myriade d'obstacles qui sont typiquement français, parce qu'on a toujours besoin du principe de précaution maximale, voilà. Alors, ça m'amène à vous lire un des messages. On les lira, les messages que vous nous envoyez d'ailleurs pendant toute cette table ronde. Vous pouvez le faire, envoyer des messages. On en a reçu un de Jean-Christophe qui nous dit « Certaines zones du territoire ciblent concrètement des projets liés à la transition énergétique, mais ces projets se heurtent souvent à des problématiques de recours, d'opposition qui ralentissent les procédures et rallongent les délais de concrétisation pour les investisseurs, au risque de les voir partir ailleurs. » Donc, il posait la question, Jean-Christophe, comment je vais anticiper un petit peu ce type de question. C'est vrai, c'est dommage, mais c'est certain que lorsque, et M. Grimali peut en parler mieux que quiconque, lorsque on demande des compensations, parce qu'effectivement, il faut protéger un endroit. On n'est pas contre protéger l'endroit, absolument. Qu'on ne me fasse pas dire que je veux marcher sur, piétiner tous les bons principes, pas du tout. Mais entre ce qui est possible de faire et ce qui est impossible, on arrive vite au fait que le projet qui est prévu ne peut pas se faire. Les compensations qu'on nous demande en matière énergétique sont absolument affolantes. Pour quelques petits points de chute, quelques mètres carrés, quelquefois des hectares, on vous demande, parce qu'il faut un effet multiplicateur, il faut multiplier par 4, par 5, par 5. Moi, j'ai des projets où il me faut que je trouve 35 hectares de compensation pour pouvoir faire le projet. À un moment donné, on se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Voilà. Et ça, si on n'a pas dans ce pays une prise en compte, moi je veux bien que... On a commencé avec la protection du célèbre aigle de Bonelli, le jour où il a fallu faire la ligne TGV Paris-Marseille. Ça a été le début de la catastrophe, ça.
Il ne fallait pas, bien sûr, se foutre de l'aigle, c'est pas ce que je veux dire, mais il fallait trouver un principe qui nous permette aujourd'hui de ne pas être dans la boîte de Pandore où tous les jours il y en a un peu plus pour pouvoir accéder à ce qui est le minimum pour vivre normalement et faire vivre la population. Voilà. Le projet Access, par exemple, il est parti parce qu'effectivement, on n'a pas trouvé la compensation sur le territoire. Le port autonome ne l'a pas trouvé parce qu'il ne pouvait pas le trouver. Effectivement, mais adieu. Voilà. Patrick Grimaldi, peut-être sur cette thématique, et puis ensuite Kevin Polizzi, que je vois visiblement, vous avez envie de partager également sur cette thématique. Oui, alors effectivement, on a des règles environnementales, qui je rappelle sont au départ déjà des directives européennes, donc des règles européennes. La France a un peu la fâcheuse habitude d'en remettre toujours des petites couches par-dessus la directive. On a eu, moi j'ai accompagné des projets industriels pour lesquels on était en compétition avec la Hollande, où effectivement on s'apercevait que le port de Rotterdam n'avait pas la même lecture des mêmes directives. Mais parce qu'ici, on a rajouté des couches qui complexifient un petit peu plus le système. Et la difficulté, c'est de sortir la démarche environnementale de l'émotionnel. Malheureusement, aujourd'hui, on est arrivé à une situation environnementale qui fait que voilà, il y a des gens qui réagissent avec leur tripes par rapport à ces problématiques-là, qui ne réagissent que par rapport au filtre environnemental et qui oublient derrière le filtre économique. Et le filtre économique, c'est le filtre social aussi. C'est que des gens qui ont du travail, ils s'insèrent dans la société, ils vivent, ils peuvent fonder une famille, ils peuvent accéder à un certain nombre de biens. Quelqu'un qui n'a pas de travail, il n'a pas accès à tout ça. Donc on a oublié de mettre dans la balance effectivement un équilibre subtil qui est à préserver entre l'environnement, l'économie et le social. Ces trois composantes sont essentielles et doivent être examinées au même niveau de priorité, et ça doit faire prendre conscience que effectivement l'environnement, on a d'autres façons de le régler le problème. Ami Patrick, pas au même niveau, on est sous dictature. Ah oui, c'est ce que je dis. On devrait pouvoir, on est dans l'émotionnel. Donc cette politique environnementale qui aujourd'hui est menée, elle ne permet pas de développer en toute sérénité l'économie, par exemple sur des zones industrielles. Quand on parle de la zone de Fos, c'est une zone industrielle qui a été dévolue à l'industrie. Moi, j'ai suivi un projet à l'intérieur du site Kemwan où il a fallu qu'on compense de la destruction d'espèces protégées à l'intérieur d'un site industriel. Quelle est la valeur de ce petit quelques mètres carrés d'herbes, de plantes, de fleurs protégées à l'intérieur d'une usine par rapport à un patrimoine environnemental qui est dans l'aggro, qui peut être dans de la réserve forestière. Donc il faut avoir un peu de discernement par rapport à ces priorités. Et sur les zones de développement économique industriel qu'on connaît sur le territoire, on devrait avoir des procédures environnementales allégées qui permettent à des porteurs de projets d'avoir une vision rapide d'un schéma d'installation, de traitement de leur dossier d'autorisation d'exploiter. Et aujourd'hui, ce sont des dossiers qui prennent des mois et des mois parce qu'on se heurte à ces problématiques de compensation, d'études environnementales. Et là, il faut vraiment arriver à une simplification administrative sur le sujet de façon à ce qu'on puisse dérouler les projets plus facilement parce que sinon, on est quand même en compétition avec d'autres pays sur certains projets industriels et on perd ces projets. Ils vont s'installer ailleurs. Ils vont s'installer où c'est plus facile, malgré tous les atouts du territoire. Il faut savoir que la perspective de plusieurs centaines d'emplois laisse indifférents ceux qui examinent effectivement les dossiers simplement à la lecture stricte ou à l'émotion stricte de l'environnement. C'est ça qui était terrible. Kevin Polizzi, j'imagine que c'est le genre de thématique qui également est un petit peu au cœur de votre auquel quotidien, on est confronté. notamment Attendez, avec la fibre. Il faut dire les choses. On a tout un tas d'apparatchiks qui ont dit que la 5G, bientôt, ça propageait le coronavirus, ce qu'on a entendu. Bon, dans toutes les sociétés, il y a toujours des choses qui sont absurdes, toujours. Mais il faut faire avec. On n'a pas le choix. On connaissait le temps long, qui était le temps politique. On connaissait le temps court, qui était le temps économique, et on connaît le temps très long, qui est le temps de l'administration. Bon, aujourd'hui, lorsqu'on a envie d'installer une industrie, il faut être doté d'un sacré courage et de moyens financiers hors normes, d'un réseau hyper connecté et avoir des passe-droits de partout. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas parce que ce n'est pas la mode. Les Français ont voté, ils ont mis des écolos partout, oui.
c'est une bonne chose. L'écologie, pour moi, c'est pas un sujet politique, c'est un sujet de société, un sujet global, ça nous appartient à tous. Bon, mais pour autant, on a besoin de développer l'emploi, on a besoin de développer l'économie. Qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants? Donc, on doit investir de deux manières. On doit investir dans des territoires qui sont faciles à mettre en œuvre, sur lesquels on n'a pas toutes ces contraintes de compensation. Donc, il faut qu'on mette un gros coup de turbo sur le temps court, parce que c'est le temps de l'emploi, c'est le temps de l'attractivité, c'est le temps du marketing territorial, c'est aussi le temps d'aller chercher des entreprises à l'étranger. Les Américains qui ont peur des class action, vous savez, ces procès où on se met à 1000, 2000, 5000 pour attaquer une société, ils ont mis l'intégralité de leurs collaborateurs en télétravail. Profitons de cette vague de télétravail pour aller leur vendre notre territoire. Il n'y a plus un vol qui vient chez nous des États-Unis. Allons-y, allons les voir, allons les rencontrer et changeons de vitesse, changeons de rythme. Voilà, on sait que pour implanter une industrie, on va devoir frôler l'impossible. On l'a vu récemment avec Patrick sur un dossier. Bon voilà, le gars il me dit, moi j'ai besoin d'une usine clé en main dans 3 ans. Monsieur, au revoir. De quoi vous parlez, 3 ans? Ce sera peut-être 5, ce sera peut-être 7. Alors il s'avère qu'il y a des solutions en embarquant l'usine dans une autre usine, dans une troisième usine. Bon, mais ça c'est parce qu'on fait de la cuisine, parce qu'on est habile. Mais le temps normal du temps administratif fait fuir ces investisseurs. Aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Parce qu'il y a un besoin de transition, parce qu'on sait qu'il y a des vagues d'emplois qui vont couper, qui vont fermer. La robotisation, l'intelligence artificielle, ça va couper de l'emploi. Mais ça va en créer des dizaines de milliers de nouveaux emplois. Et donc, on doit être capable de jouer cette partition en 2 temps. Une partition qui est la partition de l'infrastructure, qui est celle du temps très long, qu'il faut raccourcir avec le réseau, en mobilisant le préfet, en mobilisant l'État, en mobilisant le patron de région, en mobilisant tout le monde finalement. Et c'est ce qu'on fait au quotidien pour réussir à faire sortir des projets. Et puis une économie qui est plus l'économie du temps court, sur lequel on a besoin de moins de compensation, sur lequel on a besoin de moins de contraintes, sur lequel on sait mobiliser les gens plus rapidement. Et à ce titre, le pôle aéronautique en est un parfait exemple. Il y a du foncier, et ben allez, on peut construire à côté du pôle, on peut faire des choses, on peut imaginer des choses. Il y a le site de l'AFPA qui est un site très grand, qu'il faut totalement repenser, qu'il faut redécouper, redispatcher. Et donc, mobilisons les ressources du territoire sur ces 2 sujets. Et je crois qu'aujourd'hui, la volonté elle est partagée par tous et que l'alignement est exactement dans le bon momentum. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et on a les moyens de nos ambitions. Parce que c'est facile de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mais on a les moyens de nos ambitions. Il y a le plan de relance, il y a des investisseurs, il n'y a jamais eu autant de liquidités sur les marchés financiers. Tout le monde a peur d'une bulle. Rassurez-vous, quand vous allez construire des mètres carrés, tout le monde sera d'accord de venir investir, même des investisseurs institutionnels et peut-être même les dérivés de l'État. Alors, imaginez l'État qui vous empêche de faire à droite et qui investit pour faire à gauche. Bon, ça c'est une spécificité française. Je ne suis pas certain qu'une ou 2 générations suffiront à régler ce problème-là. Alors, Patrick Grimaldi, encore pour continuer sur cette thématique. Et puis après, j'aimerais qu'on aille un petit peu peut-être du côté des PME et TPE, notamment avec Rémi Jourdan et puis Dominique Lopez, pour voir un petit peu ce que ces entreprises vivent, elles aussi, en ce moment. Alors, pour revenir sur cette thématique, Patrick Grimaldi, j'imagine que ça, c'est votre quotidien. Aujourd'hui, en 2021, le fait d'essayer de tout faire pour ne pas rater finalement des occasions, parce que c'est ça. Il faut mettre beaucoup d'énergie, Ouais. beaucoup plus que nécessaire, parce qu'il y a de la perte en ligne. Ça, à la limite de l'énergie, on en a, donc on peut la mettre, c'est pas un souci. L'énergie humaine, c'est la plus facile à mobiliser. Et puis après, il faut effectivement des réseaux pour essayer de débrouiller des situations, trouver des solutions de facilitation et essayer donc de slalomer entre ces difficultés pour les contourner et pouvoir continuer à avoir une certaine attractivité sur le territoire. Le pôle aéronautique, on l'a dit, pour moi, c'est un extraordinaire potentiel de plateforme industrielle. J'ai participé à la mise en place de la plateforme industrielle Picto sur la zone industrielle de Fos, qui est de l'industrie lourde, mais je fais le parallèle avec le pôle aéronautique, qui est pour moi l'idéal de la plateforme économique industrielle, d'économie circulaire autour de l'aéronautique, du spatial et du numérique. Tout est là.
on a un lieu qui est clôturé avec des parcelles, du bâtiment, des infrastructures qui sont déjà construites, on part avec un avantage énorme pour implanter des entreprises et les gens n'ont plus qu'à poser leurs ateliers et leurs bureaux. Donc cette plateforme, on doit pouvoir et on va la développer dans les années qui viennent. Pour moi, ça serait un gâchis économique énorme. On a peut-être un potentiel de 1000 ou 1500 emplois sur la surface du pôle aéronautique, d'emplois qualifiés. Ça serait un gâchis énorme. On doit aussi offrir des emplois de qualité à nos jeunes et à nos moins jeunes aussi. Et ces emplois de qualité, on va les retrouver effectivement dans ces secteurs d'activité-là aussi. Donc, pour moi, c'est fondamental. On a un paradoxe énergétique qui est incroyable, c'est qu'on annonce l'arrêt du nucléaire, ce qui est une catastrophe pour la France. Hein. Il faut que les gens en prennent conscience. Et les gens qui annoncent ça, ce sont des criminels pour notre pays et pour le futur économique de notre pays. Et en même temps, on nous parle des énergies renouvelables et on s'aperçoit que sur l'éolien flottant, le projet qui doit se faire au large de Port-Saint-Louis, il y a des recours parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'éolien flottant. On fait du photovoltaïque, il y a des recours parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de photovoltaïque. Donc, comment on peut faire de l'électricité renouvelable si, quand on développe les deux technologies qu'on a aujourd'hui, qui sont l'éolien et le photovoltaïque, il y a des recours environnementaux contre ces technologies-là. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, on ne s'en sort pas. Donc, alors qu'on a un secteur de production électrique qui est le nucléaire, qui est de l'histoire industrielle française, qui est de l'électricité décarbonée, il faut le dire aussi. Hein. Le nucléaire, c'est de l'électricité décarbonée. Et quand on lutte contre le réchauffement climatique, l'électricité décarbonée, c'est un atout formidable qu'a la France par rapport à des pays qui ont redémarré des centrales à charbon, qui sont une catastrophe environnementale. Et donc ça, on voit bien ces paradoxes liés à cette sensibilité environnementale où on empêche y compris le développement de l'électricité renouvelable. Voilà. Donc ça, on va en sortir, mais voilà, ça réclame beaucoup d'énergie pour arriver à forcer ces verrous et arriver à les contourner. Et je crois qu'il faut aussi beaucoup travailler en amont sur l'éducation populaire par rapport à l'industrie, par rapport à l'énergie, sur la concertation. Il faut aller voir les gens, aller voir les associations, aller voir les populations, faire des tables rondes, dispenser cette culture industrielle. Il ne faut pas qu'on reste sur la défensive, il ne faut pas qu'on soit culpabilisé de vouloir défendre l'industrie, parce que parfois c'est un petit peu le sentiment qu'on peut avoir, mais il faut qu'on soit sur une position offensive pour montrer tout ce que peut apporter l'industrie en termes de mieux-être, y compris environnemental, parce que l'industrie, elle sait aussi aborder la transition écologique, et elle sert de support à la transition écologique, et aussi l'industrie apporte tout ce tissu d'activités sur lequel vont pouvoir s'appuyer toutes les PME, TPE, TPI du territoire, que ce soit dans les domaines techniques ou dans les domaines du service. On crée tout un écosystème. Et là, on peut parler d'économie circulaire, où en fait, les uns s'alimentent des produits et des besoins des autres, et on travaille sur des circuits courts, et on fait travailler les entreprises du territoire au service des grosses entreprises du territoire, et on arrive comme ça à faire grandir à la fois un secteur artisanal, un secteur de la PME, PMI. On peut aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a un secteur qui, à mon avis, sur lequel il va falloir travailler dans les prochaines années, c'est l'économie sociale et solidaire. On a un merveilleux exemple sur le territoire qui est l'association Amélie, qui a démarré dans les espaces verts et qui maintenant fait de la légumerie, du légume emballé, du légume qui emploie presque 180 personnes aujourd'hui dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. On a des gens qui font de la récupération de matériel informatique sur lesquels on peut travailler aussi pour donner une seconde vie aux objets. Voilà, donc tout ce secteur-là, il faut aussi s'appuyer dessus. Je crois que le secret de l'économie, c'est il faut exclure personne, il faut permettre à tout le monde de se développer et avoir une offre la plus large possible, parce que ça permet d'éviter la monoactivité territoriale qui fait que lorsqu'on est face à une crise, un territoire qui est en monoactivité, il est mort. Il faut à tout prix ménager cette pluriactivité parce que c'est ce qui donne aussi de la résilience au territoire quand on est face à des crises. Peut-être un exemple très rapide. On voit cette base aérienne 10, qui est quand même la plus grande base d'Europe. On a quand même, elle est très refermée, très secrète, c'est une base nucléaire. Mais les gens qui travaillent là-bas, ils mangent, ils vivent. Il y a un aéroport qui est en train d'être construit quasiment équivalent d'un aéroport comme celui de Bastia ou d'Ajaccio, avec, je crois, plus de 100 000 mouvements par an. Ils mangent, ces gens-là. Bon. Alors quand on discute avec le ministère de la Défense, ils disent mais nous on ne peut pas acheter local, on est obligé de faire des marchés de ci ça. Bon ok, allez, on prend notre petite caravane et puis on va les voir. On va dire voilà, arrêtez d'acheter des trucs et de nous compter le lézard de la Camargue. Vous faites venir la bouffe par avion
Et à côté de ça, je ne peux pas construire un entrepôt parce qu'il pollue. Il faut qu'on apporte un peu de cohérence dans tout ça. Allez, rendez-vous avec la direction des achats de la Défense. Maintenant, vos légumes, vous les achetez à la légumerie, etc., etc. Et donc, on a besoin de mobiliser un petit groupe de personnes très habiles, avec beaucoup de réseaux, parce que vous le savez, le business, c'est aussi beaucoup de réseaux. Et le réseau, ça prend du temps. Mais allez, on y va, on essaye. Et puis, il y a des fois, ça marchera et des fois, ça ne marchera pas. Mais on aura dans tous les cas essayé tout ce qu'on pouvait. Au fond, là, à l'instant, vous nous parliez un petit peu de circuit court. Est-ce que le contexte sanitaire qu'on est en train de vivre aura permis d'aller peut-être vers plus de circuits courts? Peut-être vous repasser la parole, Monsieur le Président. Est-ce qu'on est dans la volonté de plus de circuits courts et est-ce qu'on est peut-être déjà dans plus de circuits courts sur le territoire? Je pense qu'effectivement, avec le micro, si vous voulez. Je pense qu'indépendamment de la nécessité de s'adapter à la crise, il y a déjà une prise en compte qui est réelle. On parlait des mauvais effets ou des caricatures qu'on vit à travers la notion juste boutiste de l'environnement. Mais il y a des éléments qui sont très positifs. Quand il s'agit effectivement de mettre en scène et en selle les agriculteurs et qu'on prend des dispositions pour effectivement les regrouper, qu'on crée des espaces pour les accueillir et qu'on va commander effectivement une partie de la production, on est déjà dans les circuits courts. Donc à partir de là, et nous on va, comme l'a dit Patrick, on va jusqu'à créer une structure pour effectivement permettre qu'on puisse espérer que la commande publique, parce que c'est là où on en est, la notion de dimension, puisse s'adapter, l'administration, toujours pareil, puisse s'adapter à la réalité. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les commandes publiques, elles ne peuvent pas directement aller vers ces circuits courts, parce qu'ils sont considérés comme pas sûrs. Ça, c'est un procès d'intention, hein, ça peut arriver, mais c'est toujours sûr que ça arrive. Il n'y a pas assez de débit, donc on n'est pas sûr que les prix soient finalement les meilleurs. Bon, le tout, c'est savoir ce qu'on joue au final. Si on joue au final la certitude que ce territoire, un territoire, pas que le nôtre, un territoire puisse jouer de tous ses atouts, eh bien, quelquefois, il faut faire quelques petites concessions. Madame Dominique Lopez, merci d'être là avec nous ce soir. On vous donne enfin la parole. Vous êtes la dirigeante d'une belle entreprise qui est une TPE, Procoserve IT. Et alors, pour commencer, peut-être nous rappeler quels sont les deux secteurs d'activité sur lesquels vous êtes. Donc moi je suis dans le secteur, bonjour et merci, moi je suis le petit poussé là, et merci de m'avoir permis de m'exprimer. Donc en fait moi je suis dans le secteur de l'informatique et j'ai deux activités complètement différentes. Une activité autour du développement commercial d'une solution de supervision pour un éditeur où je commercialise la solution de Monaco jusqu'à Toulouse. Et une autre activité complètement indépendante où, pour des entreprises du territoire, des professionnels de l'informatique, je vais sourcer des profils informatiques qui sont plutôt des indépendants, plutôt des petits indépendants. Donc en fait, quand j'ai créé ma société, j'avais dit trois choses. Pardon, bien près du micro pour qu'on puisse vous entendre absolument. Voilà, quand j'ai créé ma société, j'avais dit il faut respecter trois principes. C'est qu'un jour, si j'ai des employés, ils puissent travailler de n'importe où. Et pour ça, j'ai mis en place des outils informatiques qui n'ont rien à envier aux proches d'entreprise, puisque les collaborateurs peuvent travailler de n'importe où et les partenaires avec qui je travaille peuvent également travailler avec moi de façon facile. Deuxième chose, il faut vendre ce qu'on sait vendre et le faire correctement pour avoir. Et troisième chose, il faut travailler en mode collaboratif, c'est-à-dire qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Donc s'appuyer sur, apporter nos compétences et s'entourer des compétences des autres et bien les connaître pour pouvoir bien en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez rencontré finalement plus de difficultés qu'habituellement dans ce contexte sanitaire avec la crise Covid qu'on connaît? Oui, bien entendu, puisque on va prendre par exemple la partie ressources informatiques. Quand vous fermez l'aéroport de Marseille, l'aéroport de Toulouse et l'aéroport de Lyon, j'ai marché avec un de mes partenaires sur
ces choses-là. Quand il n'y a plus de passagers, vous n'avez plus de bornes à surveiller, donc vous avez moins de techniciens qui interviennent, donc c'est le chat qui se mord la queue. Quand vous travaillez, pour X raisons, vous avez les bars qui sont fermés, vous avez 32 000 points de vente, sur les 32 000 points de vente, il n'en reste plus que 15 000. Les techniciens qui vont aller réparer les terminaux de jeu, bien entendu qu'il en faut moins, donc bien sûr qu'il y a eu un impact direct. Après, il faut savoir rebondir, il faut vous passez d'un chiffre d'affaires par mois, admettons, de 90 000, et le mois d'avril, vous êtes à 16 000. Donc, en fait, la seule chose à faire, c'est vite réfléchir, avoir des idées et faire marcher son réseau, parce que ça, c'est très important. Aujourd'hui, quand vous travaillez, il faut savoir rapidement prendre des décisions, dire, voilà, ce côté-là, ça va être un peu plus compliqué, je vais aller chercher d'autres marchés ailleurs. Voilà. Alors, on me répète qu'on j'ai la chance d'avoir pu quand même, malgré la crise, faire un résultat positif sur 2020. Les premières décisions que vous avez prises lorsque est arrivé ce contexte en mars 2020, les premières décisions comme ça qui ont été amorcées au sein de votre entreprise Procoserve IT? Première décision, ne pas arrêter le commerce, ou au contraire, doubler les efforts pour aller chercher le business. Deuxième décision, c'est m'appuyer au niveau administratif sur les comptables. Alors, ça a été Rémi, pour l'occasion, qui nous a informé, qui m'a informé régulièrement de ce que mettait en place l'État et des aides. Par exemple, il y a eu le PGE, il y a eu... au niveau de Ouest-Provence, il y a eu aussi un déblocage de prêts. Donc, j'ai activé... j'avais la chance d'avoir un bon bilan, donc j'ai pu les avoir facilement. Voilà. Donc, il faut activer un petit peu les moteurs pour assurer la sérénité de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai emprunté que j'ai gaspillé. C'est pas parce que vous avez emprunté qu'il faut dessus gaspiller. Donc, en fait, il faut garder des choses au cas où, et pour investir, après s'en servir pour investir et pour se développer. Et du coup, vous réfléchissez, vous avez des idées, vous dites, qu'est-ce qui ferait que je peux gagner plus de temps pour la recherche, pour le sourcing de compétences? C'est peut-être de créer une petite application, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, toujours pour être beaucoup plus agile. Alors, je me tourne du coup également vers Rémi Jourdan. Est-ce que vous, Rémi, vous en avez vu, puisque vous en voyez passer des entreprises, des PME, des TPE notamment, est-ce que vous en avez vu beaucoup d'entreprises en difficulté ces derniers mois? Alors déjà, la première chose qu'elle a fait, c'est appeler son expert comptable. Elle a mis en 3e position, mais je ne suis pas sûr. Bon. Des entreprises en difficulté. Alors, j'ai du mal parce que je me suis renseigné un peu parce que je n'osais pas parler. Je me suis dit, selon ce que tu racontes, si tu es le seul de France à avoir subi ça, aujourd'hui, les entreprises, il n'y a pas grand monde qui est en difficulté. Ceux qui sont en difficulté étaient en difficulté avant la crise. Et voilà. Alors, effectivement, on a eu des pertes de chiffre d'affaires. On n'a pas obligatoirement de perte de rentabilité. On a des résultats. J'ai commencé à avoir arrêté quelques bilans de 2020. On a des rentabilités qui sont là. Alors, il y a des secteurs qui sont plus touchés, effectivement, tout ce qui est événementiel, restauration. On ne peut pas le nier. Ils ont quand même pu faire front avec les aides qu'il y avait. L'activité partielle a pris un gros relais parce que quand vous n'avez déjà pas la charge salariale sur laquelle vous avez à faire face. Donc, des PGE, j'ai 90% des PGE qui ont été faits, qui n'ont pas été encore consommés. Aujourd'hui, quand vous posez la question sur les entreprises, le moral de plus de 60%, on en discutait tout à l'heure, des entreprises françaises sont bonnes. Et ça, c'est que ce qu'ils disent, que le moral est bon. Je pense que le moral, il est bon dans l'ensemble. La problématique qu'on a, c'est qu'on ne sait pas où on va. C'est de naviguer à vue, c'est de se dire à quel moment on va rouvrir. Même un restaurateur. Alors, les restaurateurs, c'est une évidence. Il y a des pertes de chiffre d'affaires qui sont très conséquentes.
on limite la casse au niveau de la rentabilité et du résultat. Parce qu'effectivement, plus de charges salariales, des aides qui arrivent, et ainsi de suite. C'est moralement où c'est très dur de ne pas savoir où on va et puis de ne pas savoir pour combien de temps on en a. Aujourd'hui, c'est plus le manque de visibilité, finalement, le problème, plutôt qu'un problème de liquidité, je dirais, ou de trésorerie, en tout cas. Liquidité, certaines entreprises, quand même, font attention parce que ça part vite et que selon les frais, ça dépend des frais généraux qu'on a. Aujourd'hui, si on a des frais généraux qu'on a maîtrisés, et ainsi de suite, après, c'est vrai que vous avez des loyers qui sont plus ou moins importants selon les endroits où vous êtes, selon la surface que vous avez. Et un loyer, c'est terrible, quoi. Mais on a des entreprises. Aujourd'hui, je vois pas de dépôt de bilan plus qu'avant et peut-être moins qu'avant. Alors, dans nos échanges, ce que vous me disiez, c'est que finalement, vous aviez souvent relevé le fait que des entreprises, des PME, des TPE, disaient souvent c'est dommage que les grands donneurs d'ordre, il leur arrive de faire appel à des prestataires qui ne sont pas forcément dans le coin, qui peuvent être à 300, à 500 km ou peut-être même plus. Ça revient souvent, ce genre de réflexion. On se plaint tout le temps. Mais c'est vrai que de constater que certains grands donneurs d'ordre locaux ont leur premier fournisseur à 350 km, ça nous paraît un petit peu aberrant, quoi. Donc on aimerait, et c'est peut-être notre faute, c'est peut-être qu'on n'a pas réussi à se placer au moment où il fallait, qu'on n'a pas été bon. Mais c'est vrai que c'est surprenant de voir que, on vous dit, le premier fournisseur est à 350 km. Dominique Lopez, vous le confirmez ? Oui, mais en fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'on connaît mal les entreprises du territoire. Parce que moi, je prends mon domaine dans l'informatique. Vous avez des cabinets de conseil, on va aller chercher des cabinets de conseil sur Paris, alors qu'on a les mêmes qui sont bons en région quand même. La seule chose qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est une cartographie des compétences de la région. Et à partir du moment où vous avez une mauvaise compétence, quand vous avez un besoin, vous avez besoin d'aller vite. Donc vous allez là où vous connaissez. Si vous savez que dans la région parisienne ou à Lyon ou en Rhône-Alpes, vous avez la compétence, vous allez la chercher direct. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de maillage et de cartographie des compétences. Vous avez, après, vous avez le problème des marchés publics. Aujourd'hui, les TPE de la région sont... Le code du marché public, il faut avoir la personne, la première enveloppe, deuxième enveloppe, troisième enveloppe. Il faut avoir des personnes qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne pour faire le dossier correctement et se faire reconnaître en amont, parce que vous n'arrivez pas dans un appel d'offres public comme ça. Il y a des gens qui ont travaillé en amont quand même, je veux dire. Donc si vous arrivez le jour que ça sort dans le marché, vous arrivez peut-être un peu tard. Monsieur le Président, sur cette question. Oui, ramener à notre fonction, celle de l'élu, mais bon, sensiblement, il doit y avoir les mêmes approches. On est là aussi dans un monde kafkaïen. Avec l'Europe, on a eu l'obligation d'ouverture par le principe d'égalité. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, les marchés publics doivent aller jusqu'à la Lettonie. Alors, c'est pas sûr que celui-ci va y répondre, mais c'est une obligation. Ce qui fait que vous, qui êtes quand même dans un territoire qui a des facultés d'abord, parce qu'il a des capacités, mais qu'il n'a pas obligatoirement la certitude de pouvoir accès, il se trouve largement diminué. Pire que ça, parce que là, on n'est plus dans l'Europe, on est retourné en France, uniquement en France. Lorsque vous avez idée, non pas de privilégier, mais simplement de choisir une entreprise parce qu'elle est locale, même si elle est moins disante, vous êtes accusé des mots d'amitié, de complicité, voire de conflit d'intérêts. On est dans un monde où, effectivement, on a toujours une suspicion partout. Alors, on vous empêche lorsque il y a des éléments de doctrine morale, c'est même plus du droit, c'est la doctrine morale qui fait qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas, effectivement,
non pas privilégier, mais faire en sorte que votre fonds de concours, qui est commun, puisse avoir effectivement la possibilité de faire travailler et vos entreprises et vos différents maîtres d'œuvre. C'est ça, il faut le savoir, parce que beaucoup se posent la question pourquoi il y a une entreprise qui vient, bon, si elle est la moins disante de bien, il n'y a pas de problème. Mais des fois, non, c'est comme ça. Voilà. Et c'est très très difficile à faire comprendre. Patrick Grimaldi, sur cette question, je crois que vous travaillez justement sur l'aide au référencement, les référencements des entreprises pour participer à ces appels d'offres. Déjà, le fait d'être visible est important. Oui, alors chez les donneurs d'ordre industriels du territoire, aujourd'hui, depuis quelques années, tous les services achats ont été regroupés en centrale, donc on a plus de services achats locaux, avec cette facilité à connaître les gens. Et donc, pour des entreprises du territoire, la première question, c'est d'anticiper, de se faire référencer chez ces grands donneurs d'ordre. Parce que si on n'est pas référencé au service achat central, effectivement, on n'est jamais sollicité lorsqu'il y a des appels. Donc ça, c'est la première démarche. Alors pour cette démarche-là, il y a peut-être des approches sur lesquelles on pourrait réfléchir ensemble. Ça serait par exemple d'avoir des offres groupées ou peut-être de passer par le Club Open pour se faire connaître et montrer toute l'offre à la fois d'offres de services et l'offre de prestations intellectuelles, de prestations techniques qu'ont les entreprises du territoire du Club Open auprès des grands donneurs d'ordre pour se faire connaître. Moi, je sais que quand j'étais en activité chez Chem1, j'ai fait en tout bien, tout honneur et en respectant tous les codes d'achat, fait travailler des entreprises du territoire dans le domaine de la sécurité, par exemple, sur des surveillances de chantier où on a de la compétence et où il vaut mieux faire travailler quelqu'un d'ici plutôt qu'aller chercher une boîte qui est à Lyon ou dans le sud-ouest. Voilà. Donc le premier acte, c'est le référencement. Le deuxième acte, c'est de respecter aussi et d'avoir la capacité, par exemple sur les entreprises du territoire, dans l'industrie Céveso, il faut que les boîtes qui interviennent soient référencées MAS. Donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises soient référencées comme telles et certifiées MAS pour pouvoir prétendre répondre à un appel d'offres. Donc ça aussi, ça s'anticipe. Donc il y a tout ce travail d'anticipation et de référencement sur lequel effectivement il y a peut-être un travail à faire localement auprès de notre tissu industriel, parce qu'ici, bon, les plateformes, on en a, hein. Il y a toute la ZIP Fosse-Ouest, mais il y a aussi tout le territoire de Martigues, la Vera, la zone de Berre, qui est aussi une plateforme industrielle énorme avec l'Ayondel-Basel, et puis la zone de Châteauneuf avec Total, la MED. Voilà, donc avoir ce référencement, ça me semble essentiel. Donc avoir de la visibilité et donc anticiper. Alors, je vois l'heure qui tourne, évidemment. On a un certain nombre de questions qui nous ont été envoyées par celles et ceux qui regardent la table ronde et qui attendaient la table ronde avec impatience pour vous poser ces questions. C'est le cas de Jean-Christophe qui nous demande quelles sont les dernières implantations d'entreprises ou extensions significatives qui attestent que le territoire bouge et quels sont les espaces encore ouverts à de l'accueil de nouvelles sociétés. Des nouvelles zones sont-elles en projet où et à quelle échéance? Peut-être Patrick Grimaldi pour répondre à cette question. Alors, dans les projets signés qui vont se développer, donc on a un producteur de plaques au plâtre qui va s'installer sur la ZIP Fosse-Ouest, donc sur la plateforme Picto. Donc c'est à peu près 70 emplois, je crois, directs. Donc derrière, ça va enchaîner bien évidemment les emplois indirects et induits. Hein. On a fait une petite étude économique sur la plateforme. Un emploi direct industriel de Picto, c'est à l'échelle du territoire français une dizaine d'emplois indirects et induits. Hein. Donc, alors, quand on dit les induits, ça va jusqu'aux commerçants, etc., qui vivent de l'apport des salariés de l'entreprise principale. Voilà. Donc il y a ce projet-là qui va arriver. Donc on avait le projet Axens, mais qui va être reporté pour, on va dire, après 2024, parce que la relance économique pour cette société ne leur permettra pas de trouver de la rentabilité au projet tout de suite. Donc on espère pouvoir le récupérer sous réserve qu'on ait réglé ces problèmes de compensation environnementale. Il y a toujours le projet du chinois Tuishen qui est dans les tuyaux aussi, qui s'implante aussi sur la ZIP Fosse-Ouest. Mais par contre, là, il y a pareil, on est dans une attente d'évolution de la crise sanitaire et de la situation économique, puisque c'est principalement le marché du pneumatique qui est visé par ce producteur de silice. Voilà, donc ça, c'est les projets industriels. Après, on espère bien travailler sur le pôle aéronautique et faire arriver des activités sur le pôle. Voilà, donc, et puis après, il y a tout le secteur du numérique qui pourrait venir s'implanter, parce que le secteur numérique, il va être au carrefour de l'aéronautique, de l'aérospatiale et de l'industrie 4.0. Voilà. Et
il y a d'autres acteurs qui s'implantent, mais qui sont plus au niveau du démonstrateur industriel et qui ont besoin des usines pour venir s'installer et tester ces nouveaux procédés de demain. Là, il y a quelques projets en cours. On a le projet Jupiter 1000, GRT Gaz, qui est implanté sur la zone de Pictou. Il y a Combi Green qui fait aussi du pilotage de pyrogasification de combustibles solides de récupération. Donc combustibles d'ailleurs qui sont produits sur Istres par Veolia, je crois. Donc voilà. Mais ça, c'est des démonstrateurs, c'est peu générateur d'emplois parce qu'on est sur du pilote industriel qui est là pour mettre au point le futur procédé industriel. Mais c'est important de rappeler que ces pilotes ne peuvent venir s'installer que parce qu'il y a de l'industrie existante. Et ils ont besoin de ce support industriel pour venir s'installer à proximité immédiate des usines et pour disposer de toutes les facilités pour pouvoir créer l'activité. Bon, après, il y a des domaines que je connais moins bien, c'est tous les domaines de la logistique, où là, je sais qu'il y a de grands projets avec le GPMM. Donc ça aussi, c'est quand même créateur d'activité, créateur d'emplois. Voilà, et puis... voilà, Distriport. Ouais, c'est ça, c'est les... Puis je crois qu'il y a des projets aussi sur Clé Sud qui fait aussi partie du territoire. Voilà. Alors je pense que vous allez garder le micro puisque, à mon avis, cette question est un petit peu pour vous. Il semblerait sur d'autres parties du département que les professionnels du tourisme qui souhaitent actuellement recruter en prévision de l'été se heurtent à une pénurie encore plus forte qu'auparavant de candidatures, que certains constatent à regret que des saisonniers qu'ils embauchaient régulièrement se sont orientés vers d'autres secteurs. Est-ce que vous avez également opéré ce constat sur Ouest-Provence ? Ça, c'est la conséquence, c'est ce que vous avez dit, c'est le manque de visibilité. Quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans les métiers saisonniers du tourisme, la saison approche, on est au mois de mars, fin mars, début avril. Ces gens qui travaillent habituellement de façon saisonnière dans le tourisme, aujourd'hui, ils n'ont aucune visibilité. Donc, ils se disent, je vais poser l'hypothèque ou l'hypothèse que je vais pouvoir travailler normalement à partir du mois de mai pour ma saison complète jusqu'en septembre. Mais si ce n'est pas le cas, je n'ai pas de revenus. Donc si ces gens-là ont eu l'occasion de se reporter sur d'autres métiers et de trouver du boulot ailleurs de façon un peu plus pérenne, ils vont le faire. Et effectivement, le jour où les restaurateurs vont avoir besoin, et tous les métiers du tourisme vont avoir besoin de main-d'œuvre, ils vont se retrouver devant une situation où il y a beaucoup de gens qui seront partis sur d'autres boulots et qui ne seront plus là pour redémarrer l'activité touristique. Donc ça, c'est essentiellement lié à la gestion de la crise qui aujourd'hui ne donne aucune visibilité à tout ce secteur économique qui est lié effectivement à la campagne de vaccination, à l'évolution du virus, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai problème, effectivement. Une question également de Jean Benoît. Connaît-on le délai sous lequel devraient être attribués les fonds du plan de relance qui devraient aider au financement de certains projets sur le territoire ? Est-ce qu'il y a une date qui... Ça dépend l'origine des fonds, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Il y a une stratosphère là, qui est mise en place. Il y a des discussions qui sont menées par la présidente de la métropole pour avoir effectivement un plan de relance métropolitain qui viendra s'ajouter au plan de relance État-région et qui vont être assez décidés rapidement. Il n'y a pas de raison de mettre en doute la parole du Premier ministre qui a été donnée à Madame la Présidente. Et en ce qui concerne le plan qui concerne la région, certaines parties ont été distribuées, d'autres sont en cours, et notamment à travers des comités de pilotage qui ont lieu ou qui vont avoir lieu incessamment. Une autre question qui va être également pour vous, Monsieur le Président. La liaison routière Fosse-Salon sera un véritable atout pour le développement économique du territoire. Quel est donc son état d'avancement du projet ? Si je vous réponds, j'en ai pour un temps certain. On a vécu une enquête publique qui avait pour objet effectivement de faire le point sur le dossier. Pourquoi ? Parce que effectivement l'État l'a jugé comme prioritaire et donc l'a inscrit dans la discussion d'ordre public pour que, comme il est inscrit dans la loi et nos habitudes, que n'importe qui puisse donner son avis. Alors ça part toujours d'un bon sentiment, ça. Sauf que on arrive jusqu'à essayer de remettre en cause le projet. Alors je ne dis pas qu'il va être remis en cause,
Mais je dis qu'effectivement, on a eu l'occasion de voir quelques levées de boucliers de certains ayatollahs qui, effectivement, pour des raisons parce qu'il manquait des pistes cyclables, ce qui est vrai entre parenthèses, mais qui n'avait pas de lien obligatoirement avec l'autoroute, parce que effectivement, certains pouvaient imaginer qu'en en 2030, parce que il y aurait eu et il n'y aurait plus le Covid, on pourrait être tenté d'avoir d'autres modes de déplacement, comme si effectivement toutes les marchandises à déplacer seraient supprimées comme ça du jour au lendemain par un fait de machine. Enfin bref, on est arrivé presque à remettre en cause, et je n'ai pas peur de le dire parce que ça a déjà été dit, je l'ai dit moi-même, hein, la façon dont a été menée l'enquête par son responsable a eu un côté qui n'était pas très objectif. Voilà. Tout le monde en est bien conscient. Je pense que l'État suivra quand même la logique. La logique a été exprimée pleine et entière par les acteurs du monde économique, sans en manquer une seule. La chambre de commerce, à partir des grandes entreprises, à partir des petites entreprises, tout le monde a considéré que c'était vital, qu'on avait suffisamment de retard, qu'il n'y avait pas de raison d'eux. Les élus, n'en parlons pas, ils sont tous à l'unanimité. L'unanimité, voilà. Mais, parce qu'effectivement, il y a quelques avis. Le dernier jour, on nous a sorti, c'était pas monté, ça, je suis persuadé, c'est spontané, parce que le dernier jour, quoi, c'était assez marrant. Une classe d'enfants d'une ville du Cap-Breton territoire qui avait 16 ans, 15-16 ans, qui imaginaient que pour la vie, ça serait plus agréable qu'il y ait moins de voitures, moins de camions ici et là, comme tout le monde peut l'imaginer, et qui, effectivement, s'opposaient fermement. Et bien sûr, on a fini presque l'enquête publique là-dessus. Donc, je pense que l'État aura quand même... le préfet a été d'une façon magistrale pour donner la position, la logique. Celle du département était pareille, celle du Grand Port autonome pareil. Je crois qu'il y a une unanimité. Il y a eu un sondage même qui est paru, qui a été donné par contre, hein, qui montre que 70% de la population est convaincue de cette nécessité. Bon, maintenant, il faut passer dans les semaines qui viennent, ça va être dans peu de temps, au mois de juin, on aura la vie définitive de ce projet. Une question à présent pour Kevin Polizzi. Alors, c'est peut-être une petite parenthèse par rapport à ces discussions que nous avons depuis tout à l'heure, mais la question est assez simple. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? On sort un petit peu de la thématique générale. Vous êtes sûr que vous voulez vraiment que je vous le dise ? Écoutez, je lis régulièrement Picsou Magazine avec mes enfants. On ne peut pas considérer que c'est la littérature. J'ai acheté un livre cette semaine sur le fonctionnement des moteurs à combustion. Voilà, parce que on va les laisser derrière nous très rapidement au prétexte de la transition environnementale. Mais pour imaginer après, je pense qu'il faut connaître avant. Donc, j'ai acheté un bouquin sur la combustion des moteurs des vieilles voitures. Je trouve que le sujet est assez méconnu. Et globalement, ça me fait penser et ça m'appelle à tout ce transfert de compétences, de connaissances qui disparaît chaque jour. Chaque jour, moi je discutais la semaine dernière avec un ferronnier d'art à Istres qui a un savoir-faire incroyable, qui a jamais ou quasiment jamais utilisé un ordinateur de sa vie, qui fait tout au crayon de papier, etc. Et donc il y a des métiers comme ça dont il va falloir se souvenir et probablement trouver les moyens, on en parlait avec Patrick il n'y a pas très longtemps, de récupérer tous ces vieux gabarits, tous ces vieux plans, parce que les vieux artisans ne jettent rien, c'est une vraie qualité, pour être capable de refabriquer ces savoir-faire qui sont très précieux pour nous. Donc voilà, il n'y a pas que la technologie dans la vie, il y a aussi des choses beaucoup plus traditionnelles. Bon, on retient quand même Picsou Magazine. Hein. Mais écoutez, c'est le plus important, c'est comme ça qu'on reste jeune. Et puis pour rester jeune, il faut fréquenter les jeunes. Une autre question, quelle est votre relation avec Xavier Niel ? La relation, elle est très bonne. Hein. On a décidé de s'associer, et ça me fait penser à ce que disait tout à l'heure Dominique. On a besoin de sociétés à taille critique.
On a besoin d'avoir des sociétés plus grandes parce que tout seul, on ne peut pas avoir les certifications, les compensations, les ci, les ça. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui est un risque important, devenir minoritaire de la société qu'on crée. On a beau mettre tous les zéros qu'on veut sous le chèque, c'est un traumatisme. Voilà, moi j'ai eu une semaine très difficile de t'y vas pas, mais mais qu'est-ce qui va se passer, mais comment? Et puis comme on est un peu distrait et compagnie, on y va, puis on verra bien. Voilà. Et donc avec Xavier, on s'entend bien, il a une vision des choses très rationnelle, très financière, très transparente, casser les prix, libérer les prix. Moi, j'ai un prisme technologique quand même, donc on peut casser les prix, faire de la bonne techno, la fabriquer en France. Et surtout, je vous donne un exemple, les Freebox, beaucoup de composants viennent d'Asie, mais le logiciel, il est chargé en France. Il est hors de question que je donne les logiciels qu'on développe chez Jaguar à des Asiatiques. Parce que 15 jours après, j'ai la cousine de la Freebox qui sort dans les règles. Et donc voilà, donc il faut être un peu malin. Et je crois que finalement, même si le soleil nous tape un peu trop sur la tête de temps en temps, je crois que c'est une caractéristique de ce territoire d'avoir des gens malins, au sens positif du terme évidemment, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on le soit tous ensemble, tout simplement. Toujours question pour vous, Kevin Polizzi. Dans les prochains mois, de qui allez-vous avoir besoin? Quelles sont les entreprises peut-être avec lesquelles vous aimeriez et vous allez devoir travailler? Je crois que j'ai un peu répondu tout à l'heure. Quand une société veut grandir, elle a besoin de tout un écosystème. Moi, j'ai besoin de faire manger mes salariés. On va commencer par Picsou Magazine et le ventre, c'est la base. Et puis, à côté de ça, on a besoin de boîtes qui font de la sécurité, de gens qui vont poser la fibre, de gens qui vont câbler. Là, on est en train de nouer un gros partenariat avec un très gros industriel français mondialement connu. Il va me falloir des gens pour aller déployer les équipements, les entretenir, etc. etc. Et ça, c'est un écosystème de partenaires. On a lancé FreePro mardi matin. 24 heures après, on avait 200 partenaires. Donc là, je crois que ce qui va vraiment me servir dans pas longtemps, c'est un peu de main-d'œuvre. J'ai peur qu'on soit un peu débordé par ce qu'on est en train de faire. Alors, une autre question, certainement pour vous, Monsieur le Président. Quand est-ce qu'est prévue la déclinaison du projet Quanta à Istres, annoncé en début d'année? Le terrain a-t-il été trouvé? Le projet Quanta. Alors, est-ce que c'est vous qui allez répondre ou est-ce que c'est peut-être... Si vu que le projet, c'est moi qui le porte, je vais peut-être plutôt répondre, moi. Bon, écoutez, les choses sont simples. On a aujourd'hui 2 fonciers qui sont clairement identifiés. Un, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est sur l'AFPA, sur lequel il faut qu'on agrège les TPME, les pépinières, la création d'entreprises. Je dirais quasiment le avant. Moi, je dis toujours du projet au SIRET. C'est le moment où on le pense et c'est le moment où on l'exécute. Et puis, il y a évidemment le pôle aéronautique. On parle depuis tout à l'heure de faire des choses à taille critique. On ne va pas aller construire un bâtiment au sommet d'une colline. Donc, on va se mettre probablement très très proche, voire dans le pôle aéronautique, pour démarrer ce projet. Pourquoi? Parce que dans le pôle aéronautique, on y voit plutôt des PME, des grands comptes à vocation nationale, internationale, alors que sur l'AFPA, on y voit plutôt des TPME à vocation plutôt régionale. Et je crois que cette ville d'Istres, finalement, a les atouts nécessaires à conduire non pas un projet, mais 2 projets, et 2 projets qui ont du sens, parce qu'une fois que mes petites PME, elles veulent partir à l'international, on déroule. On déroule. Il faut qu'on vise sur ce territoire, parce qu'on est entouré de grandes industries, la capacité d'amener des gens à la taille critique. Donc la taille critique en France, c'est des sociétés qui font 10, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires minimum. Pourquoi? Parce que dans ces 10-15 millions, on trouve des contrôleurs de gestion, on trouve des directeurs financiers, on trouve finalement ce qui manque parfois terriblement à la TPE et qui est souvent mis dans les mains de l'expert comptable, où j'entends régulièrement dire mon expert comptable me coûte trop cher. Moi, je leur réponds toujours, mais vous savez combien vous fait gagner chaque année? Je pense que vous avez fait un heureux avec Rémi Jourdan. Je le vois derrière le masque qui sourit. C'est déjà la fin de cette table ronde puisque le temps passe vite évidemment. Peut-être un dernier tour pour vous remercier toutes et tous. Merci Dominique Lopez d'avoir été avec nous ce soir. Un dernier mot peut-être en ce qui vous concerne pour conclure la soirée. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour et tout à l'heure on parlait, je pense qu'en fait quand on sait faire quelque chose, il faut faire ce qu'on sait faire et ne pas hésiter à externaliser ce qui est, et perdre du temps sur des tâches qu'on
qu'on saurait moins bien faire. Hein. Donc c'est pour ça que, je veux dire, moi, dans ma vision, c'est pour ça que j'ai pris l'expert comptable dès le premier jour. Parce que pour moi, c'était évident que on allait gagner un peu d'argent, certainement, parce qu'en plus, j'avais fait des études pour, j'aurais pu. Mais non, parce qu'en fait, notre métier, il faut se consacrer à la vision de notre entreprise et on n'a pas de temps à perdre pour faire des choses qu'on ne sait pas faire. C'est comme des TPE qui commencent à faire l'informatique, où ils ont la personne qui a un peu de connaissances et qui croit savoir faire tout, et finalement, quand il y a le crash et quand ils se prennent un ransomware, ben là ils sont mal, parce qu'en fait, ils ont confié leur système d'information, même si c'est petit, ils l'ont confié à des personnes qui n'avaient pas les capacités. Donc, voilà. Oui, vous dites que dans les prochains mois, les prochaines années, il va vraiment falloir que les entreprises, et il y en a beaucoup qui sont à la traîne un petit peu sur cette thématique, fassent attention à leur cybersécurité au fond. Oui, c'est vraiment là il va y avoir. Mais ça va bien plus loin. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, l'informatique, c'est quelque chose qui va apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et c'est pas quelque chose qui est un coût. Et aujourd'hui, c'est analysé par les chefs d'entreprise comme un coût et pas comme un centre de profit. Vous avez aujourd'hui sur Cavaillon, par exemple, vous avez une entreprise qui est comme B2P Web, c'est une entreprise 100% web. Si l'informatique n'existait pas, il ne serait pas là. Et il y a beaucoup de choses à faire, même si vous êtes plombier. Hein. L'informatique, la gestion de vos techniciens, la gestion de vos tournées. Voilà. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec l'avenir et se faire conseiller par les bonnes personnes. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va se consacrer sur son métier, sur ce qu'on peut apporter, notre entreprise, et ensuite, voilà. Après, c'est comme tout, c'est comme un cuisinier, vous avez besoin d'avoir un bon cuisinier, c'est comme si vous avez un restaurant, il faut que vous vous fassiez accompagner des bons. Hein. Ouais. Voilà, c'est pareil, dans tous les métiers, je pense qu'on passe par les mêmes étapes et surtout ne pas vouloir faire ce que les autres font bien déjà. Dominique Lopez, merci d'avoir été avec nous ce soir pour cette table ronde. Rémi Jourdan, qui est, je le rappelle, donc le président du Club Open. Un mot pour clore peut-être cette table ronde. Je suis content en fait d'avoir fait cette table ronde parce que j'ai appris plein de choses. J'ai des termes nouveaux, la compétition. Il y a plein de choses que j'ai appris et que j'utiliserai. Alors, c'est une évidence que tout à l'heure on parlait d'écologie qui était transversale et qui appartenait à personne. Mais l'informatique, c'est la même chose, quoi. C'est la base de beaucoup de nos entreprises. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler sans ça. Donc, effectivement, on va tous en avoir besoin. Et alors, si en plus les prix sont compétitifs, on est content. Ouais, le mois de mars est assez spécial pour le numérique. C'est le premier incendie d'un data center à Strasbourg. OVH. Oui, bon, mais on n'est pas obligé de dire que c'est OVH, mais le point, c'est qu'OVH a fait du low cost, n'a pas mis d'extinction incendie, n'a pas mis de détection incendie, a mis tous les locaux électriques et onduleurs, batteries, tout dans la même salle. Bon, moi, j'ai beaucoup d'humilité sur le sujet. Les accidents, ça arrive chez tout le monde. Tout le monde. Là où, entre guillemets, on doit faire le boulot dans le monde associatif, c'est de dire aux entreprises, ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier. Faites une sauvegarde externalisée. Même une clé USB dans votre ordinateur, ça marche. Même la base de la base, ça marche. Moi, je parlais avec Lionel Canesi, qui est au président maintenant des experts comptables de France. Bon, le vieil expert comptable qui partait avec sa petite cassette de sauvegarde le vendredi, il le fait 2 semaines, à la 3e semaine, il arrête tout de suite. Donc, la deuxième partie qui est assez historique, c'est que la Freebox Pro, elle a été imaginée, il y a plus de 2 ans maintenant, pour pallier à tout ça. Parce que la technologie, elle doit être accessible financièrement. On parle toujours du prix en France. Bon, comme on parle toujours du prix, allez, on l'a fait, c'est bon. C'est 2 fois moins cher que tout le marché. Mais ça ne suffit pas. Il faut ajouter la 5G, la mobilité, il faut ajouter les disques durs, la sauvegarde, etc. Pourquoi ? Parce que c'est un standard de 2021. Celui qui a passé en 2021, il est fautif. Fautif. Alors je vous rassure, personne n'a ça. Mais pourquoi personne n'a ça ? Parce que ça coûtait 400 € la semaine dernière. Parce qu'il fallait un informaticien pour le mettre en route il y a 15 jours. Parce qu'on ne comprenait pas que les données, elles étaient dans 2 sites différents il y a 1 mois. Bon voilà, maintenant, hop, on tire le frein à main une bonne fois pour toutes. On a fait ce qu'il fallait.
Moi, je me suis mis en grand danger pour créer ce produit. Il est disponible, on le déploie. Il y a Orange qui fait des bonnes choses, Bouygues fait des bonnes choses, SFR fait des bonnes choses, OVH fait des bonnes choses. Il y a un écosystème digital en France qui est très solide. Le plus dur, c'est de se soigner maintenant. C'est de se dire, OK, j'en ai besoin. Et quand tu dis c'est un centre de coût, oui, l'informatique, on reçoit des factures et le comptable, il les comptabilise avec un prélèvement. Et on se demande toujours à quoi ça sert. Et finalement, est-ce que ça marche vraiment mieux que quand je ne l'avais pas? On ne sait pas trop. Bon, moi, je mets au défi tout le monde de mettre ça en mode avion pendant 15 jours et de voir comment ça se passe. Moi, je le fais le dimanche. Tous les dimanches, je suis en mode avion. Bon, mais ça, c'est un principe. Ça marche très bien d'ailleurs, je vous le conseille, c'est vraiment très sympa. On redécouvre la nature très vite. Le point, c'est qu'on doit faire avec. Et bien, vous savez quoi? Vu qu'on a des contraintes environnementales, vu qu'on a des contraintes politiques, vu qu'on a des contraintes des marchés publics, on balaye tout ça et on le fait vraiment. Et je crois que ce soir, on le fait. Monsieur Kevin Polizzi, merci d'être venu, merci de votre soutien et merci d'être venu à cette table ronde ce soir. Monsieur Patrick Grimaldi, on vous remercie également. Un mot pour clore en ce qui vous concerne cette table ronde. Moi, j'ai un mot, c'est confiance. Parce que je pense il y a des contraintes, mais on a énormément d'atouts sur ce territoire. On a la chance d'avoir un service économique, développement économique métropolitain implanté sur le territoire, qui est un outil extraordinaire pour nos entreprises. On a des acteurs industriels, on a des entreprises, on a des compétences, on a des politiques qui ont la volonté de développer l'économie. Je crois qu'il ne nous reste plus qu'à travailler tous ensemble et dans la coopération ou la coopétition, comme dit Kevin. Et avec ça, on va y arriver, quoi. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Maintenant, on a tout pour faire. Il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Monsieur le Président, pour le mot de la fin. Juste avec le micro pour... Ça sera très court. J'ai gagné une campagne électorale il y a peu de temps sur un concept parce que je pense que c'est la vie qui est faite comme ça, et en tout cas c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Et je vais finir cette soirée comme je l'ai commencé par un seul mot, répété 3 fois pour l'asséner. Optimisme, optimisme, optimisme. Voilà. Merci à vous, merci pour votre soutien, merci d'être venus ce soir toutes et tous à cette table ronde. Merci à vous de nous avoir suivis évidemment. On va remercier les partenaires qui ont permis que cet événement puisse se tenir, le conseil de territoire Istres-Ouest-Provence, le groupe hôtelier Ariane Hôtel dans lequel nous étions ce soir, F Production également qui a réalisé le son et les images de cette soirée, et puis évidemment merci aux équipes d'Open Ouest Provence Entreprises et à ses adhérents qui ont permis la tenue de cet événement en ligne. Et vous retrouvez tous les événements du club sur notre site internet, c'est le www.entrepriseouestprovence.fr, et puis les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. On vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.